Ça fait un problème. Maintenant, alors qu'en République dominicaine, il y a des recours directs. En Espagne, dans beaucoup de pays, il y a des modèles qui permettent au lieu de faire les droits de l'homme dans les télévisions, la radio ou bien dans les rues, mais il y a des modèles qui permettent à ce que quand un citoyen, le droit d'un citoyen est violé, ou bien les droits fondamentaux des citoyens se trouvent menacés, et que ces citoyens-là puissent saisir cet organe pour porter plainte, pour demander à ce que ces droits soient respectés. Moi, je pense que ce serait mieux. Et c'est pour cela que ce n'est pas le Conseil constitutionnel en lui-même qui est mauvais, d'accord, mais c'est cet aspect-là. Faut-il bien que les Haïtiens, nous puissions avoir accès à cet organe lorsque nos droits sont menacés, lorsque nos droits fondamentaux sont violés. Donc ça, c'est un aspect. Le second aspect, et ce que nous avons fait avec le Conseil constitutionnel, c'est qu'en France, ce qui rend le Conseil constitutionnel et fonctionnel, opérationnel, c'est surtout le contrôle préalable de constitutionnalité, le contrôle a priori, notamment en matière de loi organique, c'est-à-dire avant par exemple en matière de loi organique, avant même l'adoption ou la mise en œuvre d'une loi organique, le Conseil constitutionnel, obligatoirement, doit être saisi pour se prononcer sur la conformité de cette loi à la Constitution. Et si le Conseil constitutionnel de France dit que telle loi n'est pas conforme à la Constitution, on ne pourra pas la mettre en œuvre, on ne pourra pas l'adopter. Ce que nous autres, nous avons fait, nous avons pris ce Conseil en France et nous avons enlevé, en quelque sorte, pas totalement, mais l'obligation de contrôle a priori ou de contrôle préalable, nous l'avons enlevé. Du coup, le Conseil que nous avons créé dans la version de 2011 de notre Constitution, ce Conseil-là n'a pas la prérogative de contrôle préalable ou de contrôle a priori. Donc, nous devons remercier notre bâtonnier pour cet aspect, pour l'intérêt, l'importance du Conseil constitutionnel, mais tout de même, en tout cas, je vais lui formuler une question parce que c'est notre bâtonnier et moi je pense qu'il peut avoir un avis contraire sur cet aspect ou bien encore un avis complémentaire ou des ajouts d'accord, à faire sur cet aspect. Donc, je vais lui réserver une question en ce sens sur le contrôle, sur le Conseil constitutionnel pour savoir si nous devions garder ce Conseil constitutionnel-là, quels sont peut-être les aménagements à faire, les modifications à apporter pour rendre ce Conseil constitutionnel, je dirais, le plus accessible possible pour le peuple haïtien. Donc je ne sais pas si vous voulez y répondre maintenant ou bien ou après. Ok, bien après. Un conseil constitutionnel ou bien une cour constitutionnelle ou encore un organe qui puisse assurer le contrôle de la constitutionnalité, le contrôle de la conventionnalité, et je vais plus loin puisque M. le bâtonnier Pierre-Louis a aussi mis l'accent sur cet aspect, c'est le contrôle de la légalité. Nous sommes un pays qui fonctionne avec une seule cour que l'on appelle, ce n'est pas une cour d'ailleurs, c'est un tribunal, le tribunal de contentieux administratif à Port-au-Prince. Et comme l'a souligné le bâtonnier Pierre-Louis, mais comment, par exemple, la décentralisation peut fonctionner s'il n'y a pas de tribunaux administratifs, pas de tribunal administratif accessible, par exemple, à l'échelle même dans les départements? Il n'y en a pas. Alors, mais il y a sur le Conseil constitutionnel quelque chose à souligner, c'est que, comme historiquement, comme les constituants ont toujours fait, en 2011,
il y a plusieurs possibilités pour résoudre un problème en matière de contrôle de constitutionnalité. Il y a le modèle de l'Europe du Nord, par exemple, où le contrôle de constitutionnalité peut être assuré par tous les juges. C'est-à-dire tous les juges. Il y a aussi d'autres modèles, par exemple, tels qu'au Bhoutan, au royaume du Bhoutan, où même des organes administratifs interviennent dans le contrôle de constitutionnalité, notamment dans la prévention des violations des normes constitutionnelles. Il y a le modèle où ce sont les cours suprêmes. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas un conseil constitutionnel. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de conseil constitutionnel ou de cour constitutionnelle, mais il y a une cour suprême qui assure le contrôle de constitutionnalité. Il y a plusieurs... Peut-être que bon, la décentralisation, quand même, ça posait un ensemble de problèmes. J'aurai l'occasion d'y revenir rapidement. Ensuite, il y a le droit de pétition. Et puis, il y a la division continue des pouvoirs, non seulement les trois pouvoirs, les trois grands pouvoirs, mais il y a aussi les institutions indépendantes au nombre desquelles l'université d'État. Pour moi, c'est la continuité du processus de division des pouvoirs. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y a des autorités administratives, des autorités publiques qui échappent au pouvoir central. Donc c'est le processus de séparation, de division des pouvoirs continu. Ça, c'est aussi une façon de contrer l'arbitraire. C'est l'objectif des constituants de 1987 qui ont très bien compris que la Constitution devait servir comme un frein à tout ça. Alors, ceci dit, les constituants n'ont pas été à l'abri d'illusions. Ils ont été quelque part de grands enfants aussi, de grands rêveurs. Alors, je vais noter quelques-unes des illusions. La première, la grande illusion pour moi, c'est ce que j'appelle l'illusion normative, suprême. On parle de summa divisio, et pour moi, c'est l'illusion normative suprême, c'est-à-dire que c'est le voile d'ignorance qu'on met sur la question politique. Ils pensent que lorsqu'on a une norme, parce qu'on a une norme, parce qu'on a une constitution, automatiquement, cette norme va se traduire dans la réalité. Erreur, le pouvoir résiste. Le pouvoir résiste à la norme. Donc s'il n'y a pas un pouvoir derrière la norme ne peut pas se réaliser. S'il n'y a pas un peuple derrière une norme qui porte la Constitution va être attaquée et va probablement être réformée par les forces contraires. Ça, c'est la grande illusion. Ensuite, deuxième illusion, c'est l'illusion, ce que j'appelle le paradoxe du président édenté. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un président sans dents, un président qui n'aurait pas de pouvoir. Paradoxe, puisque le président est élu au suffrage universel. Donc, élu au suffrage universel, il a forcément la tendance, il a cet ascendant dont il jouit du fait même des élections. Et par conséquent, réfréner ce président élu au suffrage universel, vous voyez que c'est une œuvre compliquée. Autre illusion, l'article 7. L'article 7, moi je l'appelle le traité d'un vain combat contre le culte de la personnalité. Et parce que tout simplement, au lendemain même de l'installation du premier président élu, des présidents élus, etc., moi j'étais à la faculté de droit, je donnais mon cours et j'avais l'image, je ne dirai pas quel président, mais il y avait l'image du président juste derrière ma tête, etc. Et comme professeur de droit constitutionnel, j'ai dû quand même aller voir le doyen de l'époque lui dire, en tout cas dans mon cours, le droit constitutionnel, il me paraissait tout à fait fâcheux d'avoir cette image-là qui est interdite par l'article 7 de la Constitution. Mais si vous allez dans tous les ministères et partout, le télé national, etc., j'ai fait tout le tour et chaque fois j'ai dû rappeler que l'article 7 interdisait le culte de la personnalité, donc les images des hommes de pouvoir vivants, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, ce sont des illusions dont les constituants ne sont pas guéris. Une autre illusion qui est très, très, très difficile à comprendre, mais qui est compliquée, qui est très importante, c'est ce que j'appelle la méconnaissance de la part du constituant du phénomène majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Constitution prévoit un régime politique. C'est un régime d'équilibre. C'est un régime dans lequel le Parlement peut renvoyer le gouvernement, mais où
l'exécutif ne peut pas dissoudre le Parlement. Bon, on pourra dire que c'est un régime, on cherche à qualifier. Bon, c'est pas important de le qualifier, c'est un régime mixte. Mais la question n'est pas celle-là. C'est que ce régime politique est défini constitutionnellement comme étant un ensemble de règles. Mais ces règles-là peuvent changer. Elles peuvent adopter cette constitution conformément à l'acte d'indépendance. Alors je me demande si les constituants ont lu l'acte d'indépendance. Car l'acte d'indépendance, il n'y a pas de française dans la salle, mais dit haine éternelle à la France. Je ne sais pas comment interpréter cette histoire-là. Et donc, pour régulariser nos relations avec la France, moi je pense qu'il faudrait peut-être faire l'économie de cette référence au sein de la Constitution, parce que ce faisant, on l'institue comme une norme et comme une contrainte. Oui. Mais quoi qu'il en soit, voilà le cadre dans lequel s'inscrit l'adoption de la Constitution pour faire la promotion des droits et libertés individuelles. Et on trouve aussi les garanties réclamées par la population, les garanties constitutionnelles, mais aussi les garanties juridictionnelles, l'habeas corpus, enfin pour les juristes qui exercent la profession. On trouve aussi la Constitution, l'élément d'un renouveau. Et tout de suite, c'est dressé contre cette Constitution à la fois une personnalité de renom et dans un ouvrage qui a fait florès, puisque beaucoup d'adeptes, enfin beaucoup, c'est beaucoup dire, quelques adeptes en tout cas, ont pris le train en marche. Et puis, il y a aussi le fait que ces attaques, au fur et à mesure, d'abord sur le plan technique, les juristes, les publicistes, etc., ont commencé à critiquer la Constitution. Cette critique s'est amplifiée. La Constitution était avec tous les mots du point de vue technique. D'ailleurs, l'université d'État elle-même, dans son statut, faisait l'objet d'une critique, puisqu'on nous disait qu'elle était à la fois indépendante et autonome, et que les publicistes nous disaient, mais il y a une contradiction, il faut s'entendre. L'autonomie suppose qu'il y a la tutelle. Or, l'instant, l'indépendance suppose précisément qu'on soit libéré de ces liens-là. C'est pour vous dire que très tôt, il y a eu un ensemble de débats qui ont cherché à délégitimer la Constitution, à dire qu'il fallait des modifications, etc., etc. Bon, en tout cas, ceci, c'est un fait, je pense qu'il faut rappeler. Il faut le rappeler parce que ces critiques n'ont pas eu véritablement droit de citer. Elles n'ont commencé à prendre cher véritablement qu'à partir du moment où pour reprendre l'appellation traditionnelle de Gilbert, Marcel Gilbert, à partir du moment où le peuple revendicatif s'est en quelque sorte essoufflé, et le peuple revendicatif, qui était en quelque sorte le potomitan de cette constitution, a pris du retrait. À partir de ce moment, il était plus facile d'élever une critique acerbe contre la Constitution. Et, ma foi, cette critique n'a jamais cessé au point où aujourd'hui, elle a pris l'appellation, disons, un petit peu plus majestueuse de réforme constitutionnelle. Et cette idée de réforme constitutionnelle, elle s'est popularisée totalement. Bon. Alors, moi, ce que je voudrais, dans les quelques minutes durant lesquelles, je ne sais pas combien de temps, je dispose de combien de temps, hein? 45 minutes. Très bien. Je vais essayer. Je pensais à 2h45 minutes, mais je vais essayer de me tenir dans les 45 minutes. Alors, bon, je vais dans les 40. Ça porte sur la société. Et donc, je pense que nous sommes bien placés à l'Université d'État pour pouvoir produire une réflexion objective, j'allais dire partisane, mais peut-être que les deux concepts, objectif et partisan, ne se marient pas tout à fait. Mais comment, dans une question constitutionnelle, ne pas être un peu soit partisan? Comment, au niveau des sciences sociales, ne pas être tant soit peu partisan? Comment, dans un pays comme le nôtre, qui est traversé par
des problèmes graves, d'exclusion, etc., ne pas être tant soit peu partisan. Alors, mon projet, donc, c'est de comprendre, d'abord, pourquoi la Constitution de 1987 s'est heurtée dès sa création à ce que j'appelle la réaction. J'appelle la réaction en fonction de l'histoire, n'est-ce pas, notamment de la France, etc. Mais la réaction, c'est aussi les contrats, hein, si on se réfère à l'histoire de Nicaragua. Donc chaque fois qu'un peuple essaie de promouvoir, de se situer à contre-courant de la situation qui lui est faite, eh bien, la résistance s'organise aussi. La résistance, c'est non seulement par rapport à la domination, la résistance, c'est aussi par rapport au fait de l'émergence d'un sujet démocratique, et cette émergence-là peut être nuisible à un statu quo. Et donc, j'ai compris que dès 1987, il y a eu une sorte de réaction par rapport à la Constitution, et cette réaction, elle m'a beaucoup étonné. Elle m'a beaucoup étonné d'abord parce que l'euphorie qui portait la Constitution était telle qu'on était un peu surpris de voir tout de suite des drapeaux rouges. Je me rappelle que la professeure Miranda Maniga a écrit tout de suite un ouvrage qui s'appelle « Plaidoyer pour une nouvelle Constitution ». C'était en 1980, dans cette enceinte où toute liberté de parole est accordée aux uns et aux autres. Je remercie encore le recteur de m'avoir fait la grâce d'une leçon inaugurale, puisque les propos qu'il a tenus en guise d'ouverture, n'est-ce pas, plantent bien le décor dans lequel je vais essayer de m'inscrire moi-même. Et puis, je remercie le maître Amos Maurice pour m'avoir piégé. Et pour m'avoir piégé, il vient de m'offrir un ouvrage qui s'appelle Haïti piégé, et comme sous-titre, comment une réforme constitutionnelle peut sauver la nation. Oui, donc, je suis pris dans un étau dont je vais essayer de m'extirper, et en vous présentant ma manière d'appréhender la question constitutionnelle. J'ai intitulé mon exposé « La question constitutionnelle ou la Constitution en question ». J'espère qu'au fur et à mesure, on verra pourquoi. J'expliquerai pourquoi la question constitutionnelle et pourquoi j'ai retourné en quelque sorte cette question qui se trouve dans l'accord politique du 3 avril, formulée telle qu'elle, et pourquoi elle a été formulée de cette manière, et pourquoi je l'ai reproblématisée en quelque sorte sous l'appellation de la Constitution en question. Alors qu'est-ce que je me propose de faire? Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je me suis proposé de faire une sorte de traversée de la trajectoire de la Constitution de 1987, parce qu'il me semble que très souvent, si on ne comprend pas les fondements, les difficultés, l'inscription de cette Constitution dans un contexte particulier, on risque de passer à côté, on risque, à mon sens, de faire des réformes qui vont reconduire précisément les maux dont nous souffrons. Vous savez que très souvent, lorsqu'on fait une réforme, on veut résoudre un problème. Mais nous savons très bien que nous ne sortirons jamais des problèmes puisque nous sommes sur la Terre. Et que le risque, c'est que nous remplacions un problème par un autre. C'est-à-dire qu'en effaçant un problème, nous sommes presque sûrs de faire surgir de nouveaux problèmes. Et donc la question sera, quel est le problème que nous préférons? Ce sera un choix entre problèmes, ce ne sera pas une solution définitive. Alors ne nous faisons pas d'illusions, n'est-ce pas? Restons juristes, philosophes, enfin, toutes sortes de disciplines confondues qui sont enseignées à l'école normale et à la faculté de droit, à l'ethnologie, sciences sociales. Je suis aussi interpellé par cette invitation parce que la question constitutionnelle, j'en ai discuté avec le recteur, nous paraissait importante pour l'université. Il n'est pas normal que l'université n'ait pas une position sur une question qui est une question d'importance. D'autant plus, sans vouloir me situer dans une position asymétrique par rapport aux universités privées, il y a des chaires qui existent. Il y a la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme.
qui existe à l'université Kiskia, et dont il m'est arrivé aussi de faire partie. Mais qui avait été appliqué en 1980 et 86, 87. La question de réforme par oui ou par non. Mais il existe des règles pour formuler, pour écrire des questions concernant la réforme. Et ça ne suffit pas. Quand on formule les questions concernant les questions référendaires, mais il faut un gardien du référendum, un gardien de la constitutionnalité du référendum. Et ce que nous refusons, nous autres en Haïti, nous refusons de fonctionner comme un État, nous refusons ces règles. Alors que tous les pays, moi je ne connais même pas un seul pays normal qui fonctionne sans un gardien de la constitutionnalité. Et notamment sans un gardien de la constitutionnalité des réformes constitutionnelles. Pas un seul pays organisé au monde. Et nous autres, on a prévu quelque chose, notamment un conseil constitutionnel, quelque chose de dénaturé, quelque chose qui ne marchera pas et qui ne marchera jamais. On a été tellement intelligent qu'on a choisi le pire des modèles qui existent au monde, modèle de contrôle de constitutionnalité, à savoir le Conseil constitutionnel, et on l'a dénaturé ensuite. Bon, alors c'est pour vous dire le contexte, et ce qui veut dire que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le bâtonnier avec nous, l'heure est grave. Et je pense que c'est le bâtonnier, lui, il aura à nous orienter, à nous guider, à nous prodiguer les conseils nécessaires. Et moi, je n'ai pas, peut-être que j'ai pris trop de temps, d'accord, je dois... Oui, 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 le modérateur. Le maître de conférence ou le modérateur.